Monde numérique. Soleil, samba, plage à perte de vue, je vous emmène à Rio de Janeiro cette semaine dans Monde Numérique à l'occasion du Web Summit Rio 2026. On va découvrir ce grand pays très tech avec des fintech, de l'IA, des réseaux sociaux et une situation qui ressemble pas mal à l'Europe, notamment en matière de souveraineté numérique. Vous avez bien fait de cliquer, un épisode de Monde Numérique l'hebdo, très carioca. Allez, ne nous emballons pas, car juste avant, il y aura l'actu de la semaine. Alors, pas tout à fait comme d'habitude, mais avec Bruno Guglielminetti, directement dans le débrief Transat, on va revenir longuement sur les annonces d'Apple cette semaine. Ça y est, la firme américaine dégaine enfin son super assistant Siri, boosté à l'IA. Sauf que, patatras, c'est pas pour nous, pauvres Européens. Siri AI ne sortira pas dans l'Union Européenne. À qui la faute ? On voit ça dans un instant. Autre histoire politico-technologique, Mistral en plein bras de fer avec les éditeurs de presse en France à propos des droits d'auteur et de ce projet de loi qui veut encadrer très strictement l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. C'est la bataille de l'ancien monde contre le nouveau. Et puis la semaine prochaine, Paris accueille le salon Vivatech, 10e édition de Vivatech, avec même un avant-goût dès ce dimanche sur les Champs-Élysées à Paris. On va évoquer ça également dans cet épisode. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique l'hebdo du 13 juin 2026. Monde numérique, Jérôme Colombin. Et oui, c'est depuis Rio de Janeiro au Brésil que je vous envoie cet épisode de Monde Numérique cette semaine. Ravi de vous retrouver, comme chaque samedi, pour cet hebdo, 50 minutes de news, de décryptage, d'interviews. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait sur la plateforme de podcast de votre choix. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, des commentaires également, ils sont toujours les bienvenus, sur votre plateforme d'écoute ou bien sur le site mondenumérique.info ou encore sur l'application mobile, la Monde Numérique signée Good Barber. Cette semaine, un format un peu particulier, pas de séquence actu comme d'habitude, mais on va quand même s'intéresser de très près aux grands faits d'actualité de la semaine avec mon camarade Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. Tiens, cette fois-ci, on est sur le même continent pour une fois. On tire un axe Rio-Montréal, c'est parti. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Copacabana, bonjour. Hola Bruno, como voce sta? Non, mais je fais pas de blague, hein. On te retrouve cette semaine au Brésil. Tu as été là pour travailler et puis tu as quand même été assez généreux pour venir du Brésil me visiter dans mon carnet. Tu es là pour couvrir le Web Summit, sauf que ça t'a pas empêché de regarder ce qui se passait en Californie avec la keynote d'Apple. Qu'est-ce que tu en penses? Incroyable cette keynote. Alors incroyable, je sais pas, y a beaucoup de choses à dire. Le problème, c'est que ce sont les aspects négatifs qui ont un peu pris le pas sur les annonces. Hein. On va l'évoquer ensemble, mais je pense qu'il faut vraiment pour les gens qui nous écoutent, déjà qu'on résume un peu ce qui a été annoncé. Je te laisse aller, vas-y. Ah, c'est moi qui vais encore, mais il y a moi qui parle cette semaine. Tu as pris des notes, je te connais. Là. Ouais, j'ai pris des notes. J'ai regardé la keynote, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu plein de choses, etc. Bon, alors, c'était notamment la présentation d'iOS 27, qui arrive en bêta très rapidement, qui arrivera sur les iPhones et sur tout l'écosystème iOS à partir de l'iPhone 11, compatible à partir de l'iPhone 11. Ça donne un coup de jeunesse à beaucoup d'appareils, ça. C'est dans le fond, c'est les 6 dernières générations. Hein. Voilà, c'est quand même pas mal, de iPhone 11 à aujourd'hui iPhone 17. Tous ces produits seront compatibles avec iOS 27, donc là, on pourra faire la mise à jour à la rentrée prochaine, vers septembre probablement. Après, qu'est-ce que c'est comme nouveauté ? Il y a un peu de design, ils ont relooké un petit peu le Liquid Glass, mais franchement, c'est cosmétique. Non, je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait, en tout cas, ce qu'ils nous ont montré qu'ils vont faire avec la nouvelle version, c'est ce qu'ils auraient dû faire la première fois. C'est-à-dire moins douloureux et moins tragique comme changement, comme interface. Là. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, c'est anecdotique. Là où on les attendait, c'était sur l'intelligence artificielle, bien entendu. Donc, ils ont présenté Apple Intelligence.
Et surtout les fonctionnalités liées à Apple Intelligence. Alors, il y a des choses, il y a des tas de choses, des améliorations. Par exemple, sur la photo, la retouche photo, le système de retouche photo de l'iPhone était l'un des plus mauvais du marché. C'est-à-dire que tu prends une photo, tu veux effacer quelqu'un ou effacer t'effaces l'objet et il a quelqu'un. Voilà, Samsung fait ça très bien, Google fait ça très bien, et Apple, c'était une catastrophe. Bon, là maintenant, ça marche très bien. Ils ont vraiment amélioré les choses. On peut noter aussi un contrôle parental. Ça, c'est pas l'intelligence artificielle, mais ce que j'ai noté, c'est sur le contrôle parental. Ils vont très très loin, et ça intéressera beaucoup les familles. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs iPhones dans une famille rattachés à un compte familial, les parents vont vraiment pouvoir encore plus contrôler le contenu, les temps de connexion, etc. Et ça, c'est très habile de leur part. Parce que plus on va, et puis plus c'est un peu la folie là, sur les internets en général. Alors, de pouvoir permettre à des parents qui donnent un appareil, le premier appareil à leur enfant, ça va les rassurer. Ça, j'avoue que c'était dans les bonnes nouvelles et c'est pas sorti tant que ça un peu partout, là. Non, et il faut le signaler parce que c'est effectivement des fonctions très pratiques qui sont super utiles pour des millions de gens. Bon, alors après, je reviens sur Apple Intelligence. Donc, on rappelle que c'est le moteur qui va faire fonctionner toutes les fonctions d'IA et notamment le fameux Siri AI, c'est-à-dire ce qu'on attend depuis 2 ans. Un Siri boosté à l'intelligence artificielle qui sera capable de fouiller dans nos mails pour savoir quand arrive mamie par le train en fonction du mail qu'elle m'a envoyé le mois dernier, pour aller retrouver Bruno, quel est ton avion pour venir à Vivatech, à quelle heure il arrive pour que je t'envoie la fanfare, les majorettes, etc. Donc une espèce de super recherche, super assistant. Vraiment un assistant. C'est ça. Vraiment un assistant, voilà. Donc ça sera basé sur Apple Intelligence. Sauf que, il y a un problème. Nous, on pleure en Europe. Alors pas moi, c'est pour ça que j'ai quitté l'Europe. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis au Brésil. C'est en septembre, Jérôme. Mais ça fait rien. Tu vas devoir revenir au Brésil en septembre. Peut-être. Écoute, par dépit. Mais c'est ça, la catastrophe pour vous, c'est qu'une fois de plus en Europe, c'est pas tout ça qui sera disponible. Et voilà. Apple Intelligence va être disponible en Europe. Il va falloir encore attendre la localisation, la traduction en langue française, ce qui n'est pas fait. Mais bon, ça, on pense que ça va arriver. Donc, les fonctions dont on a parlé, et puis plein d'autres trucs, mais qui sont pas des trucs révolutionnaires, quoi. Je veux dire, générer un emoji avec IA en promptant, pardon, mais c'est pas ça qu'on attend d'Apple aujourd'hui, hein. Mais tout ça, ça va être disponible en Europe. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est le fameux Siri AI qui, lui, n'arrivera pas. Et ça, c'est un coup de massue énorme. C'était une petite phrase dans la keynote, disponible uniquement aux États-Unis. Je ne sais plus comment ils ont tourné la phrase, mais ils ont annoncé que ce serait pas... Disponible d'abord aux États-Unis, puis par la suite avec un déploiement international. Ouais, mais en fait, quand on creuse, on sait que ça n'arrivera pas chez nous, en Europe, Siri AI. Alors, pourquoi pas disponible en Europe ? Et là, c'est la guerre, le bras de fer qui apparaît au grand jour entre Apple et l'Union européenne. Et là, donc, on attaque la deuxième partie de notre émission. On est parti pour 45 minutes de débrief, n'est-ce pas, Bruno ? Parce que c'est quand même très compliqué. En fait, Apple dit que c'est à cause du DMA, le règlement européen sur les marchés numériques, qu'ils préfèrent ne pas le sortir. Ils tournent ça en disant qu'on les empêche de sortir. Mais très vite, l'Union européenne a réagi et a expliqué. Oui, dès le lendemain. Hein. Voilà, sur un ton un peu moqueur, un peu polémique. Alors, il y a quelqu'un qui a pris la parole. Bon, ça, entre parenthèses, moi, je trouve ça pose une vraie question. La personne qui s'est exprimée là, à la tribune du Parlement, on ne sait même pas qui c'est. Enfin, moi, je l'avais jamais vu de ma vie. Je suis pas du tout les affaires européennes. Personne en France ne connaît les représentants. On connaît un peu nos eurodéputés français. On connaît un peu les grands commissaires. Mais ce monsieur qui a pris la parole pour expliquer à l'Europe entière qu'on n'aurait pas Apple Intelligence, je ne sais pas qui c'est. Bref. Et donc, il a expliqué, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mais attention, l'Europe n'interdit pas à Apple de venir et de déployer Apple Intelligence sur le continent. Simplement, nous imposons des règles et c'est Apple, parce qu'il ne souhaite pas se conformer à ces règles, qui décide de ne pas déployer le truc. Donc voilà, en fait, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer. C'est un bras de fer. Et
Si on rentre un peu plus dans le détail, je sais pas si tu t'es intéressé aussi à je pense que oui, mais sur le fond du problème, il est intéressant. En réalité, c'est quoi? C'est que la promesse d'Apple, c'est que Apple Intelligence puisse vraiment avoir accès à tout notre écosystème, toutes nos données personnelles que l'on confie à iOS. Et on sait que la promesse d'Apple, c'est de protéger notre vie privée. Donc, cloud sécurisé, tout est chiffré, aucun accès tiers, les compagnies externes ne peuvent pas accéder à ces données-là, et toute l'IA fonctionne là-dessus. Et en gros, l'UE dit, ouais, mais bon, nous, ça nous va pas, parce que pour le respect de la concurrence, il faut ouvrir à la concurrence, il faut permettre à d'autres outils d'intelligence artificielle d'accéder à ça. Et Apple dit, mais vous êtes fous! Nous, c'est la protection de la vie privée de nos utilisateurs. Ah ben non, on veut pas le savoir, etc. Mais là où Apple est un petit peu perfide, c'est que ils ont développé, d'après ce que j'ai compris, et là je rends hommage à notre confrère Nicolas Lelouch qui a couvert de Numérama, qui a couvert la keynote à San Francisco, qui a fait un boulot extraordinaire encore une fois sur cette keynote, aussi bien en article, en vidéo, etc. Un travail de décryptage super. Nico, je te salue. Nico, je le connais bien, je l'ai connu comme stagiaire il y a très longtemps à 01net. Maintenant, c'est un grand monsieur de la tech. Ah oui, c'est un grand journaliste. C'est un grand journaliste tech. Et il expliquait ça très bien. Il dit que c'est un peu leur choix technologique qui les emprisonne parce que ils ont décidé d'adopter un truc qui s'appelle un index sémantique qui va collecter toutes nos données, qui va ensuite les faire mouliner par l'IA, etc. Et donc du coup, c'est ça qui fait que pour que ce soit efficace, ça va tellement en profondeur. Eh bien, si ils ouvrent la porte à des tiers, mais ça va être la gabegie. Ça veut dire que n'importe quelle petite boîte d'IA de Singapour ou de je ne sais où va avoir accès à mes mails, à mes données personnelles. Ah, va être capable de tout décrypter. Et ça va être une horreur. Et d'ailleurs, Apple a beau jeu de dire, c'est quand même bizarre. D'un côté, il y a le RGPD, Règlement européen sur la protection des données, et de l'autre côté, il y a ces obligations d'ouvrir à tout va. C'est un peu dingo. Mais j'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus aussi, mais juste un mot encore, si tu veux. J'ai fait un petit calcul. Il y a 450 millions d'habitants dans l'Union européenne. iOS, ça représente environ 40% du marché. Donc, on peut dire grosso modo qu'il y a à la louche 180 millions d'utilisateurs d'iPhone ou d'appareils iOS en Europe. Ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a 180 millions d'utilisateurs qui sont pris en otage. Ils sont pris en otage. Est-ce qu'ils sont pris en otage par l'Union européenne qui, pour des questions idéologiques, pour des questions d'application hyper strictes de la réglementation qui a été mise en place, eh bien, ferme la porte à l'innovation technologique pour ces 180 millions d'utilisateurs? Ou bien est-ce que c'est Apple, parce que Apple n'est certainement pas blanc-blanc dans l'histoire, et c'est Apple qui nous prend en otage en espérant qu'on va protester, qu'on va se rebeller, parce que ce qu'ils veulent, c'est une amélioration de la réglementation. Et d'ailleurs, on voit, il commence à y avoir déjà des pétitions. J'ai vu un site qui s'appelle Siri4EU, Siri4EU.com, qui lance une pétition pour réclamer le Apple Intelligence en Europe. Donc c'est vraiment deux logiques qui s'affrontent. Moi, j'ai le plus grand mal à prendre parti, me dire c'est comme ci ou comme ça qu'il faudrait faire, parce que peut-être que l'Europe a raison à long terme. Peut-être qu'à long terme, elle a raison, finalement, et on se dira, ah ouais, putain, heureusement qu'ils ont fait ça. Et peut-être que non, qu'en fait, on va dans le mur, c'est complètement idiot, on va encore prendre du retard technologique. Donc, c'est pas simple, mais le résultat, c'est ça. Moi, je dis, il y a 180 millions d'utilisateurs qui sont pris en otage par l'Union européenne ou par Apple, mais en tout cas, on l'a dans l'os. Ben non, mais ça, c'est la situation actuelle et je partage ta lecture de la chose. Mais parallèlement, il y a quand même des joueurs, je pense à Google, je pense à Samsung, qui proposent des appareils augmentés avec l'IA. Et ces gens-là, bon, ils ont à vivre avec la législation que vous avez, mais leurs produits sont quand même plus 2026. Là. Il y a des fonctionnalités là-dessus qui ça ressemble à ce que Apple Intelligence veut faire et ils sont déjà disponibles sur le continent. Ouais. Moi, c'est vraiment plus... C'est un peu bizarre, ça. De ma lecture, moi, c'est un géant là, mondial là, qui dit non, nous, on veut le faire à notre façon, avec notre méthode, notre approche. On va pas changer les choses. Le plus loin qu'ils ont été, c'était de changer le connecteur avec USB-C et ça s'arrête là. Ouais. Pour le reste, là...
on marche à notre rythme et de notre Ils veulent façon. rien savoir. Après, il y a cette notion, c'est très juridique tout ça, hein, Ouais. c'est à la fois idéologique, parce qu'on en est vraiment à une posture idéologique de la part de l'Union européenne C'est des aujourd'hui. grands principes d'un côté comme de l'autre. Exactement, et c'est aussi juridique, et tu sais, il y a cette notion de gatekeeper, de comment on appelle ça, de gardien d'accès, en fait, c'est-à-dire à partir du moment où le marché dépasse, je sais plus combien, un certain seuil, eh bien, ces obligations s'appliquent, mais elles s'appliquent pas en dessous. Ce qui fait que, si j'ai bien compris, Apple Intelligence ne sera pas disponible sur iPhone, mais il sera disponible sur Mac, sur macOS. Ah tiens donc. Ouais. Ah tiens donc. Parce que, macOS n'est pas en situation dominante, en position de domination. Et donc, le DMA ne s'applique pas. Pardon, je dis Apple Intelligence. En fait, non, c'est Siri AI qui ne sera pas dispo en Europe. Bon. Voilà. Et puis la question... tout ça pour me dire que tu pourrais l'avoir sur ton Mac, mais pas sur ton téléphone. Ouais, exactement. Tout à fait. Wow. Okay. Après... Voilà, est-ce que... Enfin non, ce serait bien que tout soit intégré. Et c'est ça, les utilisateurs d'iPhone, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent depuis toujours. Les utilisateurs d'Apple, c'est ce qu'ils aiment. Il y en a quelques-uns qui t'expliquent, c'est une prison dorée, etc. Ok, mais c'est cet écosystème fermé, où on se sent en sécurité, où tout est homogène, c'est ça qui plaît. Donc là, on est privé de ce confort-là, quoi. Si ça te va, moi, je t'amènerai sur le prochain sujet parce qu'on continue à parler d'intelligence artificielle. Je pense que la semaine dernière, on a presque commencé une nouvelle rubrique qui s'appelle « Des nouvelles de Mistral ». Et Mistral rebelote cette semaine. Ça va mal du côté encore du gouvernement? Là? Ouais. Le Mistral souffle, ou le vent souffle contre Mistral. Ah oui, il y a une espèce de petite tempête anti-Mistral là, qui est en train de naître et qui est une tempête française, politique. Je rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas. Exactement, Mistral AI, qui est le OpenAI français, pour faire court. Oui, on parlait de ce projet de loi qui est en discussion concernant les droits d'auteur pour demander à ce que les big tech qui entraînent leur modèle avec tous les contenus trouvés sur Internet, la musique, les livres, la presse aussi, les médias, les contenus d'information, eh bien, tout le contenu, tous les contenus, qu'il y ait une rémunération, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que c'est un peu open bar, ils récupèrent tout, ils aspirent tout, ils entraînent leur modèle, ensuite ils commercialisent, ils vendent des tokens, donc ils se font un business à partir de matières premières qu'ils n'ont pas payées. Et ça, en France, eh bien, les ayants droit, quels qu'ils soient, donc aussi bien les ayants droit des œuvres artistiques que surtout des médias, ce sont les médias qui aujourd'hui montent au créneau, disent c'est plus possible, maintenant faut arrêter, faut nous payer. En fait, c'est aussi lié à, il y avait une réunion, un sommet spécial presse la semaine dernière à Marseille, et c'est le patron du New York Times qui était là et qui a poussé un coup de gueule phénoménal, qui a dit c'est le plus gros pillage du siècle, etc. Il faut arrêter de se faire piquer toutes nos infos, etc. Donc tous les médias sont comme ça, ils se sentent très très forts. Et pourquoi on en revient à Mistral, c'est que Mistral, il fait comme les autres, quoi. Si tu veux, il a besoin pour devenir fort, pour s'entraîner. Donc Mistral essaye de résister à ce projet de loi, et ils ont sorti la grosse artillerie. Et la grosse artillerie, elle est politique, et ça passe par du lobbying avec énormément d'actions politiques pour essayer d'infléchir la loi. Quand on s'est parlé la semaine dernière, c'était en discussion au Sénat. Cette semaine, ça a été adopté au Sénat et c'est en discussion à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, comme ils ont vu que ça risquait de passer, alors Mistral et tout le groupe a réussi à mobiliser notamment tous les députés macronistes qui ont trouvé comme moyen pour freiner le truc de déposer des centaines d'amendements pour bloquer la discussion. En fait. Donc, on est dans un petit jeu politique, si tu veux, voilà. Mais la question de fond, c'est celle qu'on a déjà évoquée, hein. Bien sûr que le droit d'auteur, c'est important, et les médias, et la presse, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut aussi aujourd'hui? Est-ce qu'on veut, oui ou non, développer un champion européen, ou français, en tout cas, de l'intelligence artificielle? Et si on veut, eh bien, on lui met pas des bâtons dans les roues, au moment, alors que les Américains, eux, n'en ont pas eu, et que, déjà, il part au départ avec un certain nombre de handicaps par rapport à ses concurrents américains. Donc voilà le sujet Mistral. Là, la question, Jérôme, parce que là, je rappelle qu'on te rejoint, t'es sur la Copacabana à Rio, en train de te faire bronzer. Et puis, mais là, Vivatech, ça commence la semaine prochaine. Est-ce que tu vas être de retour à Paris? C'est la question que j'allais te poser surtout. Ça y est, toi, tu es prêt? Parce que tu as pris ton billet, ton accréditation. Le billet est là, l'hôtel est réservé, Puis, yes, génial. Donc la semaine prochaine, on se parle en vrai.
On ferait un vrai débrief parisien. On va faire un vrai débrief de visu parisien. Oui, bien sûr, je me prépare pour Vivatech. Alors, j'espère que ça va être intéressant. C'est le 10e Vivatech, c'est la 10e année. Quand même. Et puis, tu sais, comme chaque année, Vivatech, c'est aussi l'anniversaire de Monde Numérique. Oui, et pour l'occasion, on le rappelle, tu fermes les Champs-Élysées dimanche. Voilà. Pour permettre à des gens de venir présenter des choses. Exactement. Pour souligner l'anniversaire de Monde Numérique. Voilà, donc pour l'anniversaire de Monde Numérique, je privatise les Champs-Élysées et ce sera donc ça fait 5 ans que j'ai lancé Monde Numérique, je crois. C'est fou. 2021, on est en 2026, et oui, c'est la 5e année qui se termine, quoi. Et tu fais pas ces 5 ans. Ah, ouais, écoute, c'est gentil. Ouais. Bon, voilà. Mais alors, je sais pas trop je pense que ça va être bien, ça va être plus grand. Tu verras, c'est pas dans le même hall de la porte de Versailles parce que, alors, l'organisateur Maurice Lévy dit c'est parce qu'on a besoin de plus de place. En fait, c'est surtout que je crois qu'il y a des travaux dans le grand hall. Donc, on est dans un autre espace, mais qui est vachement bien. Mais rassure-moi, toujours place de Versailles. Toujours porte de Versailles. Okay. C'est-à-dire dans Paris, pour les gens qui connaissent un petit peu. Voilà, c'est vrai que c'est avantageux pour l'instant. Heureusement, Vivatech n'est pas suffisamment gros pour être relégué à l'extérieur, donc c'est très pratique pour les Parisiens quand même, ça reste ancré dans la capitale. Voilà, on attend de savoir qui sera la ou les guest stars, puisque chaque année, il y a quand même une personnalité marquante. Et là, à l'heure où on enregistre en tout cas, Bruno, on ne sait pas qui ce sera, mais Maurice Lévy a dit « Attention, c'est du lourd ». Il nous promet une très grosse pointure de la tech. Et c'est pas le président parce qu'on sait déjà qu'il va être là, le président français. Macron, il sera là. C'est un peu normal, parce que c'était un peu leur cheerleader il y a 10 ans quand ils ont lancé le truc. Tout à fait. Là, maintenant, dans le fond, il vient faire son coup de chapeau 10 ans plus tard. C'est habituel. Un Vivatech sans Macron, c'est pas possible. Je pense que même quand il sera plus président, il continuera à venir. Ça. Bon, c'est pas son bébé, mais c'est vrai qu'il avait impulsé. C'est dans la vague des French Tech et compagnie. Ouais, la French Tech, la Startup Nation, tout ça, machin, etc. Et à chaque fois, il est accueilli. Donc, il est super bien accueilli. Donc, voilà. Je sais, on se fait tasser à chaque fois qu'il passe. Ah ouais, c'est une horreur. Quand il vient, c'est une horreur. Tu te fais... L'expression, là, c'est violent. C'est violent. Le service de sécurité qui te pousse sur les côtés, c'est ardos. Donc, pour un simple Canadien, c'est plutôt surprenant. Mais je veux revenir à ce que tu disais. Donc, oui, je sais pas. Qui? Moi, j'ai des petites idées. Je miserais assez sur Dario Amodei d'Anthropic. Parce que c'est un peu le gars qui monte, là, qui a fait parler de lui. Qui se donne. Sam Altman, ou Sam Altman, surtout que Sam Altman était à Paris ou était en Europe là il y a pas très longtemps, ces jours-ci, où il va y être. Ce serait pas incohérent l'un ou l'autre, Sam Altman ou Dario Amodei. Mais alors ce serait super qu'il soit là. Je me demande un peu si l'un comme l'autre c'est un peu sulfureux aussi, tu vois. Parce que Sam Altman, c'est aussi un peu... c'est Sam Altman, c'est OpenAI, mais c'est aussi un peu le côté bad guy. Et Anthropic, Dario Amodei, qui veut se faire passer pour le gentil, le chevalier blanc. Oui, non, mais avec moi, l'IA ne fera jamais la guerre, etc. On l'a dit, on en a parlé ensemble. C'est une posture... Mais bad guy, il pourrait avoir Elon Musk, et ça ne devrait pas être lui. Mais Elon Musk est déjà venu. non. Oui, je sais, il y a longtemps, mais je ne peux pas croire que ça serait lui. Mais bon, écoute, je sais pas. Ça serait décevant presque. Voilà, peut-être qu'à l'heure où nos auditeurs écoutent ce podcast, eh bien, le nom a été révélé. Vous le savez et vous riez de nous. Voilà, vous le savez et nous ne le savons pas. En tout cas, nous, on sera là, toi et moi. Ouais, et pour vous rapporter dans vos oreilles ce qui s'est passé. Ouais. Jérôme, je te souhaite un excellent... moment encore pour le temps que tu es à Rio. Écoute, il me reste 48 heures, là, je vais en profiter. Je vais surtout beaucoup travailler pour préparer mon podcast spécial Rio de Janeiro et Web Summit 2026. Bon. Donc, et puis moi, je vais juste dire que si les gens, après avoir entendu toutes ces belles choses qui viennent de l'Amérique du Sud, s'ils sont intéressés à entendre autre chose, je parle notamment des verres nuances qui arrivent au Canada. Et je parle avec le grand patron de SLR Lessetica ici au Canada. Et puis, on parle aussi de l'histoire des centres de données au Québec, au Canada. Ça fait quelque temps, puis j'étais curieux et j'ai eu une discussion avec les 2 premiers messieurs qui ont lancé un centre de données au Québec. C'était quand? C'est vraiment intéressant de voir c'était quoi la perception à l'époque. Écoute, juste après Christophe Colomb. Ah ouais!
Et puis, ouais, ça fait longtemps, les centres de données ici au Québec. Et puis, et puis sinon, j'ai une entrevue. Tu connais PPC? Oui, ouais, bien sûr. Pierre-Philippe, ouais, bon. Voilà. Ben, tu sais qu'il vient de lancer une Chroniqueur application français. avec son fils. Non, je ne savais pas. Ouais, ben, il vient de lancer une application avec son fils. Et puis, je les accueille aussi. C'est la première fois que j'ai une entrevue père-fils sur mon canal. Ben c'est cool, c'est sympa ça. Ouais. Tu es très accueillant. On fait beaucoup de doublés cette semaine. Bon, bah écoute, super. Joli programme. Donc, bonne écoute de ton carnet. Et puis, je te remercie pour cette première heure passée avec toi. Mais là, on a explosé tous les compteurs. Là, voilà, 45 minutes, tranquille. Ouais. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine à Vivatech, alors. Ouais, pour autant de plaisir. Salut, Jérôme. Salut, Bruno. Salut à tous. Vous venez d'entendre une version raccourcie du débrief Transat. Retrouvez la version intégrale lundi 15 juin sur le fil du podcast Monde Numérique et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et si le prochain Internet ne se jouait pas seulement dans les smartphones, les applis ou les pages web, mais aussi dans de nouveaux espaces numériques plus visuels, plus libres et plus immersifs? C'est l'ambition de Frogance, partenaire de Monde Numérique. Proposer un nouveau mode de publication sur Internet, conçu pour dépasser le modèle classique des fenêtres, des onglets et des sites web traditionnels. Frogance est un projet français, ouvert, neutre, tourné vers l'Internet de demain. Pour en savoir plus et découvrir Frogance, rendez-vous à Vivatech 2026. La société F2R2, opérateur du registre central des adresses Frogance, sera présente sur place pour présenter Frogance Player à travers des démonstrations immersives, ainsi que le FSDL, le langage permettant de créer des sites Frogance. Retrouvez Frogance à Vivatech, stand F41, et pour plus d'infos, rendez-vous sur f2r2.fr. Monde Numérique, le meilleur de la tech. Bem-vindos ao Web Summit Rio, na cidade maravilhosa, 4ª édition. Et comme promis, je vous emmène donc à Rio de Janeiro. 9000 km de Paris, Rio, Copacabana, Ipanema, des kilomètres de plage, le soleil, la caipirinha qui coule à flot, le football, la samba. Mais au-delà de la carte postale, Rio, c'est surtout depuis 4 ans un rendez-vous tech qui prend de plus en plus d'ampleur, le Web Summit. Né à Lisbonne au Portugal, le Web Summit s'internationalise et depuis 2023, les organisateurs ont voulu ouvrir une porte, même créer un pont entre l'Europe et l'Amérique latine en créant cette version sud-américaine ici à Rio. C'est la 4e édition du Web Summit Rio qui est en train de devenir l'un des événements phares de la région. Alors je me suis dit que ce serait une super occasion de s'intéresser à la tech du sud global comme on dit, dont on parle assez peu en Europe. Le Web Summit Rio, c'était l'an dernier plus de 30 000 participants, cette année plus de 40 000, venant d'une centaine de pays. Alors il y a tous les géants, OpenAI, Microsoft, Google, Nvidia, Meta, etc. Et puis aussi pas mal de startups et des investisseurs venus de tous les pays pour essayer de dénicher la pépite. Alors j'ai eu la chance de rencontrer des interlocuteurs francophones. Youpi, ça va être plus facile à comprendre, mais également des Brésiliens. Dans cette séquence, on va donc parler de la manière dont le Brésil vit la technologie et notamment la question de la souveraineté numérique. Vous découvrirez aussi le système Pix qui est un truc génial qui a permis au Brésil de maintenir les Américains à distance sur le paiement numérique. Puis on va parler réseaux sociaux aussi. Comme d'habitude, ces interviews seront à retrouver en version longue, intégrale et même en version vidéo pour certaines d'entre elles la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique et sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Allez, pour commencer, on campe le décor. Au Brésil, l'activité économique se situe surtout à Sao Paulo, mais c'est donc à Rio qu'a lieu cet événement, le Web Summit. Présentation avec ma toute première invitée. Bonjour Gabriela Alcantara de Barros. Bonjour. Ravi de vous rencontrer ici à l'occasion du Web Summit 2026 à Rio de Janeiro. Vous êtes représentante de la French Tech à São Paulo, mais en fait vous couvrez tout le Brésil. Hein. Alors le Web Summit, dont c'est la 4e édition. 4e édition, donc c'est tout neuf. D'après vous, à Rio. Ça prend, c'est en train de... Je pense que ça prend, oui. Ouais. Je pense que le Web Summit donc, s'est développé dans plusieurs capitales autour du monde. Et je pense qu'ils ont bien choisi Rio, qui est aussi cette capitale qui est en train de grandir et qui va en fait
se développer beaucoup en tout ce qui est Mais pourquoi intelligence Rio artificielle. plutôt que São Paulo, puisque le vrai centre économique, c'est São Paulo, en fait. C'est vrai, je pense que peut-être les organisateurs du Web Summit ont eu cette vision. Ouais. Ils arrivent à voir au-delà de comment ça sera à Rio dans 10 ans. Et puis voilà, Ouais. je pense qu'ils ont déjà même renouvelé pour les prochaines années. Et je pense qu'il y a toute la question de Rio. On appelle la Cidade Maravilhosa, qui est la Cidade ville merveilleuse, Ouais. si on peut dire cette traduction. C'est très attractif. Et c'est très attractif. On a aussi cet espace qui peut comporter un forum de cette Ouais, un magnitude. très grand centre d'exposition. Qui Voilà, s'appelle le Rio Centro. Rio Centro. Et je pense que c'est ça, c'est en fait essayer aussi de faire vivre aussi cette ville, qui a aussi toutes ces capacités d'être une capitale tech aussi. Il y a ici à Rio des pôles de technologie, des entreprises phares. Oui, il y a un hub d'innovation qui s'appelle Mara Valley Rio. Justement, le nom, ça a été un peu inspiré de Silicon Valley, mais on a pris en fait ce Mara de Cidade Maravilhosa, Mara Valley Rio, qui est aussi très inspiré du hub en France. Station F. Station F, Ouais. oui, exactement. Aujourd'hui, ils ont, je pense, un petit peu plus de 100 startups qui sont basées au Mara Valley Rio. Il y a un autre hub d'innovation qui s'appelle le Instituto 12, qui est aussi un hub avec quelques startups qui sont basés là-bas, mais qui est plus petit et qui organise souvent des événements aussi tech. Donc, je dirais que ces deux hubs sont les références à Rio. Gabriela, les startups, quand on est une startup à Rio, est-ce qu'on peut trouver facilement des financements? Est-ce qu'on peut se développer facilement sur le marché? C'est au cœur de l'Amérique latine, mais en même temps, on sait qu'il y a souvent la barrière de la langue. Nous, on connaît bien ça en France. Hein. Oui. On a le plus grand mal les startups ont du mal à s'exporter, ne serait-ce qu'en Europe, parce que c'est 27 langues différentes. Ici, c'est un peu pareil. C'est le seul pays où on ne parle pas espagnol et où on parle portugais. Oui, c'est ça. C'est je pense, le plus grand pays C'est un problème, de l'Amérique latine. Oui, c'est aussi le plus grand pays, effectivement. Donc Après, c'est déjà je ne le vois un marché. pas vraiment comme un problème. En fait, on a plusieurs initiatives aussi du gouvernement qui essayent de donner aussi, d'aider ces startups et qui commencent à se développer de plus en plus des appels d'offres. Après, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des startups ont aussi ce financement privé. Mais il y a assez de capitaux. Il y en a assez parce que. Il y en a assez, surtout. Il y en a plus aujourd'hui, c'est vrai, à São Paulo. Ouais. Parce qu'en France, ce qu'on entend souvent, c'est... Enfin bon, il y a deux discours. Hein. Oui, il y a aussi des startups qui trouvent beaucoup d'argent et tant mieux. Mais c'est toujours, quand même, par rapport aux États-Unis, c'est pas la même ampleur, puis c'est plus difficile. Je pense que c'est pas la même ampleur par rapport aux États-Unis, c'est sûr. Mais il y a moins de culture du risque. Alors, je sais pas comment c'est ici. Est-ce que les investisseurs vont à fond sur des trucs ? Alors, les investisseurs, je pense qu'ils sont peut-être plus sur São Paulo. Il y a eu aussi, je pense, il y a toujours cette question un peu de retrait selon quelle est la situation aussi politique, économique au Brésil. On a eu quelques questions aussi par rapport à ça les dernières années. Ouais, c'est mouvementé. Et puis en plus, le régime politique est passé d'un extrême à l'autre. Hein. Exactement, c'est ça. Donc là, je pense que les investisseurs ont plus confiance au Brésil, c'est sûr. Cette année, c'est une année aussi d'élection, donc on va voir aussi quel sera le tournant pour nous. Mais j'ai beaucoup d'espoir et je suis très confiante que les investissements au Brésil vont continuer et voilà, que ces startups vont prospérer aussi. Un événement comme le Web Summit, ça sert à ça aussi. Hein, c'est important, il y a des investisseurs, il y a même des gros américains qui sont là. Exactement. Donc voilà, je pense que il y a ce regard. Le Brésil, je pense c'est un pays qui est très riche culturellement, mais aussi qui a beaucoup d'opportunités. Et je pense qu'on revient et que le monde regarde un nouveau regard aussi à nouveau au Brésil. Merci beaucoup, Gabriela Alcantara de Barros. Merci à vous, Jérôme. Alors savez-vous que le Brésil possède la deuxième plus grande réserve de terres rares de la planète ?
les fameuses terres rares, évidemment très utilisées pour la production des semi-conducteurs à la base de l'électronique et de l'informatique. Bon, pour autant, ils ne fabriquent pas eux-mêmes énormément de matériel. Du coup, ils en achètent à l'étranger et notamment à la France. C'est ainsi que la France leur a vendu le super ordinateur Santos Dumont, qui est l'un des plus puissants d'Amérique latine, qui a été produit par Bull Atos. Santos Dumont, pourquoi ? Parce que cet aviateur est en partie brésilien. Il avait un papa brésilien. Voilà pour la carte postale Histoire Géo. Maintenant, parlons un peu d'éco et de tech sur le plan économique avec mon deuxième invité. Bonjour Daniel Topper. Bonjour Jérôme. Ravi de te rencontrer, de faire ta connaissance ici au Web Summit de Rio. Tu diriges au Brésil l'antenne d'une entreprise française qui s'appelle Primelis. Et comment est-ce que tu vois la tech ici au Brésil ? Ce qu'on voit, c'est que l'adoption des outils comme les outils de ChatGPT, d'OpenAI, d'Anthropic, etc. est très élevée au Brésil. Ils sont présents ici d'ailleurs. Oui, ils sont tous présents ici. Ils ont tous des plans qui sont accessibles avec des monnaies locales, etc. Donc il y a une vraie adoption initialement qui a été faite par les équipes de développeurs dans les entreprises et petit à petit par le grand public. Google a testé assez vite toutes les fonctionnalités de AI Overview, les raccourcis AI qui sont en train ou qui n'ont pas encore été déployés en France sont déjà présents au Brésil et avec un gros impact pour les consommateurs. Et il n'y a pas de restrictions, par exemple Apple, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions. Il n'y a pas vraiment de restrictions. Alors qu'il y a une législation qui est assez forte, qui s'est en partie inspirée pour certaines choses d'ailleurs de la législation européenne. En termes de protection des données, il y a l'équivalent du On a exactement RGPD. l'équivalent. On a le LGPD ici, donc c'est la Lei Geral de Proteção de Dados, la loi générale, c'est l'exact équivalent. Et il y a aussi une ébauche, ou une espèce de AI Act. Donc pour l'IA. Oui, alors ça c'est encore à l'état d'embryon. Je sais pas quand est-ce que ça va passer, sous quelle modalité, mais effectivement ça c'est des sujets sans doute un peu plus embryonnaires. Mais ce qu'on voit, c'est des premières startups, des premières licornes en fait qui commencent à apparaître sur les AI. Récemment, il y a une startup qui s'appelle Hunter AI qui a été valorisée plus d'1 milliard de dollars au Brésil, une startup brésilienne avec des capitaux brésiliens et américains et qui permet de digitaliser, pas de digitaliser, mais d'utiliser les AI pour résoudre tout ce qui est procès, contentieux, et toute la partie juridique en fait. D'accord. Et ça c'est un modèle qui est en train de se répliquer sur d'autres secteurs, sur la partie finance, sur la partie RH. Donc il y a des énormes entreprises AI qui sont en train de naître au Brésil, qui ont déjà quelques années, mais qui font maintenant des valorisations de plusieurs milliards de dollars. D'accord. Et tu as en tête quelques réussites, quelques pépites qui ont décollé ? Oui, alors il y a plusieurs licornes qui ont été fondées ou cofondées par des Français. Une entreprise dans laquelle j'ai eu la chance de travailler qui s'appelle Logi, qui fait de la logistique du dernier kilomètre, qui a été valorisée il y a quelques années plus de 2 milliards de dollars et qui justement permet aux e-commerçants d'atteindre les clients dans toutes les régions du Brésil en un jour ou deux, en utilisant de la technologie, en utilisant des algorithmes qui permettent d'optimiser les routes de livraison. Il y a aussi une start-up qui s'appelle Daki, qui fait de la livraison express en une quinzaine de minutes. Et contrairement à la plupart des autres startups de ce segment, qui a survécu et qui reste valorisé comme une licorne. Et après, il y a aussi des filiales de licornes européennes comme Blablacar, comme Deezer, etc., qui sont présentes au Brésil. Et comme Alors Primelis, on est présent au Brésil. On n'est pas encore une licorne, mais quelques centaines de millions de valorisation, donc on n'en est pas très loin. Comment est-ce que tu vois les différences ou aussi les similitudes entre le Brésil et la France ? Il y a un axe franco-brésilien. Je crois que c'était l'an dernier. Le Brésil était l'invité d'honneur de Vivatech, si je ne me trompe pas, ou l'année d'avant peut-être. Parce que l'an dernier, c'était l'année de la culture et de l'amitié France-Brésil. Voilà. Donc dans les deux sens, il y a eu beaucoup d'événements. Donc il y a des connexions. Qu'est-ce que tu vois comme fait marquant, et ne serait-ce qu'au niveau de la mentalité, des usages de la tech, c'est quoi ? Alors déjà, le Brésil, c'est un pays qui est très accueillant. Et sans rentrer évidemment dans des clichés et des généralités, mais c'est un pays d'immigration, d'accueil, où il y a cette culture d'intégrer des nouveaux arrivants. Oui, il n'y a pas de méfiance. Non, il n'y a pas de méfiance. La communauté française au Brésil est très importante. D'accord. Et la France est très appréciée par les Brésiliens. Malgré quelques succès en Coupe du Monde qui n'ont pas encore déjà, ça arrive. Mais la France est très appréciée par les Brésiliens. Et il y a effectivement beaucoup de passerelles, que ce soit des passerelles universitaires, des échanges entre
HEC, la FGV et tout un tas d'autres écoles. D'accord. Des passerelles aussi diplomatiques, évidemment, et une certaine proximité culturelle. On est deux pays finalement relativement latins. Ouais, en termes Brésil de plus que la mentalité, France. selon toi, c'est compatible? C'est très compatible. On a c'est très l'impression. compatible. Hein, Je vois pas de point de friction particulièrement. Je pense que le Brésil est bien plus proche de la France qu'il ne l'est des États-Unis, par exemple. Donc il y a une. Moi, je suis là depuis à peine quelques jours et je ne connaissais pas. C'est la première fois que je viens et j'ai l'impression que c'est très carré, quoi. Hein. Tout est assez bien organisé. De la sécurité pour entrer dans un salon comme ça, à l'hôtellerie, au transport, etc. Mais il y a un gros problème aussi, malgré tout. Il reste un gros problème de criminalité, d'insécurité, etc. C'est une réalité. Ouais, alors c'est effectivement un pays de contraste. Ouais. Donc c'est un pays qui est à la fois qui concentre quelques millionnaires, milliardaires au Brésil. Donc il y a effectivement une classe riche qui est très aisée, qui va voyager à l'international, etc. Et il y a évidemment des inégalités très fortes, beaucoup de pauvreté. Je pense qu'à Rio, on le voit particulièrement parce que les favelas sont littéralement au milieu de la ville. Donc c'est assez un pays de contraste, un pays qui a des défis assez structurels liés à la logistique, liés à tout ce qui est fiscalité de manière générale, qui a essayé de mettre en place des barrières protectionnistes avec plus ou moins de succès. Okay. La fiscalité au Brésil est très complexe. C'est un pays fédéral, donc chaque État a ses propres règles. Si vous faites du commerce avec tel État ou avec tel autre, la politique de fiscalité va différer selon où est situé votre entrepôt, quel type de marchandises vous envoyez, etc. Donc il y a un gros business pour tous ceux qui aiment la fiscalité ici, et ça bouge en plus en ce moment. Donc il y a quelques barrières entre guillemets à l'entrée pour un Français qui arrive et qui se dit je vais appliquer ma TVA et puis ça va être facile. Non, ici il y a un peu plus de subtilité, mais une fois qu'on a compris les principaux, quand on est Français, on n'a pas peur de la fiscalité. Non, on n'a pas peur. On est rodé. Exactement. Ouais. Mais ici c'est un niveau au-dessus. Ouais. Je reviens un instant sur la question de l'insécurité, de la criminalité. Oui, beaucoup de pauvreté qui engendre tout ça. Également de narcotrafic, qui est une réalité. Est-ce que c'est un handicap ou lourd ou bien on fait avec, quoi. Moi, j'ai été impressionné par une chose quand même à Rio. Toutes les résidences, que ce soit des villas, des immeubles, etc. Tout est ultra sécurisé. Il y a des gros portails, du contrôle biométrique, des caméras partout. Alors du coup, il y a la police partout dans les rues. Ouais. Alors du coup, on n'est pas forcément confronté à la criminalité, mais on sent qu'elle est présente, il y a cette menace. Oui, la criminalité existe, évidemment. Après, comme tu le disais, ça génère aussi tout un écosystème et tout un business de la sécurité, etc. Donc, encore une fois, sans nier la réalité de la criminalité, je pense qu'il y a quand même un business qui crée une sensation de panique, notamment pour quelqu'un qui connaît pas le pays. C'est bon pour le business, quoi, finalement. C'est bon pour certains business, évidemment. Mais c'est pire qu'avant ou ça s'est amélioré ? Alors, je pense qu'à Rio, à São Paulo, etc., la tendance s'améliore. Okay. Disons que les crimes graves, quand on regarde les statistiques de mortalité, etc., sont pas foncièrement différents de beaucoup d'autres mégalopoles. En revanche, tout ce qui est vol de téléphone portable à la tire, etc., ça, c'est des choses qui arrivent. Et quand on vient, d'ailleurs, on nous faut faire attention. Voilà, il y a plein de recommandations. On nous dit surtout, vous ne sortez pas votre téléphone portable dans la rue. Mais peut-être pour te donner une idée, en 12 ans ici, je me suis fait une fois voler mon téléphone en attendant un taxi. Bon, ça aurait pu arriver à Paris. Ça pourrait arriver à Paris, tout à fait. Mais effectivement, il faut être un peu plus prudent. Et ici, il y a une criminalité cyber aussi qui est très, très active. D'accord. Le Brésil est parmi les pays où les hackers sont les plus à la pointe, avec la Russie notamment. Et donc du coup, on se méfie aussi parce qu'une fois qu'on se fait voler son téléphone, le téléphone est transmis à des personnes en quelques minutes qui arrivent à rentrer dans les applis bancaires, à faire des virements. Ça, c'est un peu le revers de la médaille du Pix, même si le Pix a justement aussi mis tout un tas de couches de protection pour éviter ce genre de choses. Et malgré toutes les sécurités qu'il peut y avoir sur les iPhones de biométrie, etc. Les hackers sont très très forts ici. Ah ouais, c'est pas simplement l'appareil, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est plutôt ce qu'il y a derrière même. Merci beaucoup, Daniel Topper de la société Primelis. Donc merci de nous avoir fait découvrir de manière rapide et hyper précise en même temps la tech au Brésil à l'occasion de ce Web Summit 2026. Bienvenue Jérôme, merci. Merci. Un petit mot en portugais pour finir. Obrigado a todos. Obrigado, c'est le seul mot que je connais. Merci. C'est le principal. Okay. Merci.
Alors au Brésil, ce qui est assez étonnant, c'est que tous les commerçants, mais quand je dis tous, c'est du plus grand supermarché au petit vendeur sur la plage, tous sont équipés d'un terminal de paiement sans contact électronique. Pas besoin d'utiliser du cash, on peut tout faire avec son téléphone ou éventuellement avec sa carte bancaire, soit les cartes traditionnelles, Visa, Mastercard, etc., soit un système réservé aux Brésiliens qui s'appelle Pix et qui a été lancé par la Banque centrale brésilienne et qui est un système d'interconnexion bancaire qui permet d'échanger de l'argent très facilement et donc à n'importe qui de recevoir également de l'argent. Alors c'est un peu comme Wero en Europe, sauf que Wero pour l'instant est complètement, très embryonnaire, assez confidentiel, tandis que Pix est largement utilisé au Brésil par 170 millions de personnes environ. D'une manière générale, le système financier brésilien est très important et du coup, les techs financières, les fameuses fintech, se portent bien avec de nombreuses startups. J'ai rencontré l'une d'elles, MB Labs, dirigée par Daniel Reis. Nous sommes une plateforme de front-end bancaire qui opère sur le marché brésilien. Nous avons environ 70 clients, un chiffre d'affaires d'environ 100 millions de réals. Et ce que nous livrons, au bout du compte, c'est une plateforme de front-end qui permet à de nouvelles fintech de se développer. Nous proposons notamment des et parcours de compte numérique, de traitement des cartes, de prêts, d'assurance et de retraite privée. Aujourd'hui, quel est le grand problème du marché? Quand vous signez avec un fournisseur, vous êtes lié à lui. Dans notre cas, c'est différent. Vous pouvez travailler avec plusieurs fournisseurs. Vous pouvez prendre notre front-end, avoir un cœur bancaire fourni par un prestataire X, un processeur de cartes fourni par un prestataire Y et un fournisseur de crédit encore différent. Comme nous sommes déjà intégrés aux principaux acteurs du marché, ce qui prendrait normalement 1 an peut prendre 3 mois avec nous. Je pense que c'est notre grand différenciateur et c'est cela la disruption dont nous parlons ici. On sait que le Brésil est une place forte pour toutes les technologies liées à la finance. Vous pensez que le pays pourrait devenir un champion mondial de ce secteur? C'est une bonne question. En général, dans la technologie, on regarde toujours vers la Silicon Valley, les États-Unis et la Chine. Mais quand on parle de fintech, nous avons de grands acteurs comme Apismo. Nous sommes fiers de voir une technologie brésilienne conquérir le monde. Visa a racheté Apismo. Je pense donc que le Brésil est en train de se positionner, notamment avec Pix, lancé en 2020. Notre système de paiement instantané. Nous avons montré au monde qu'en plus de l'open finance, Pix apportait une innovation et une nouvelle manière de payer. Les États-Unis n'avaient pas de paiement instantané comparable. La Fed vient tout juste de lancer FedNow. Nous avons déjà cela depuis longtemps. Donc oui, je pense que le Brésil dispose d'un cadre réglementaire et d'une infrastructure qui peuvent nous placer en position de leader dans les technologies appliquées au marché financier. Est-ce que les utilisateurs sont friands de fintech? Est-ce que tout le monde les utilise? Je pense que le travail réalisé par la Banque centrale avec la loi 12865 en 2013, donc il y a 13 ans, a permis d'ouvrir le marché, d'introduire de la technologie et de bancariser la population. Avant, environ 30% de la population disposait d'un compte bancaire avec accès au crédit. Aujourd'hui, on parle d'environ 80% de la population brésilienne qui a pu être bancarisée. La technologie a donc démocratisé les services financiers et les Brésiliens sont de gros utilisateurs. Vous le voyez ici, c'est votre première fois. Le marchand du kiosque, le vendeur de pop-corn ou de Coca-Cola, tous ont leur petit terminal et acceptent un Pix. Qui aurait imaginé cela il y a 10 ans? Donc oui, sans aucun doute, nous avons sorti une partie de l'économie de l'informel et créé une relation de transaction beaucoup plus simple et rapide. Thank you very much. Et pour la petite histoire d'ailleurs, sachez que la plus jeune milliardaire du monde est brésilienne, Luana Lopes Lara, et elle a créé une fintech qui s'appelle Kalshi.
Voilà. Sinon, en matière d'intelligence artificielle, c'est également très intéressant ce qui se passe parce que là aussi, c'est la quête de la souveraineté qui guide les efforts des Brésiliens avec le développement de LLM en portugais qui soit spécifiquement entraîné sur la culture, sur l'histoire et aussi sur les subtilités juridiques du Brésil. Il y a également Neospace, une start-up qui travaille sur un LLM dédié à la finance spécifiquement brésilienne. Allez, on va terminer avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux au Brésil qui, comme partout ailleurs, apportent le meilleur et le pire. Et j'ai rencontré notamment cette start-up, SynapX, qui veut nous aider à ne plus scroller idiot, ce qu'on appelle le doom scrolling. J'ai rencontré Raphaël Rosa. SynapX est le premier fil qui transforme le scrolling inutile en véritable compétence. Ici, au Brésil, nous avons un gros problème. Les gens passent environ 3h30 dans un feed, comme Instagram ou TikTok. Pas seulement au Brésil, vous savez. Oui, je sais. Mais le Brésil est le deuxième pays au monde pour le doom scrolling. Nous ne sommes dépassés que par, je crois, l'Inde. Donc c'est un gros problème ici au Brésil. Au Brésil, par exemple, il y a des personnes avec 50 millions d'abonnés qui ne produisent aucun contenu éducatif. Vous voyez ce que je veux dire. Et SynapX transforme ce problème au Brésil, mais pas seulement au Brésil, dans le monde entier, en compétences. Alors, comment ça marche ? Je peux vous montrer. C'est un feed comme TikTok et vous pouvez apprendre toutes sortes de choses, par exemple comment réparer un moteur. Ici, il y a un créateur qui explique des notions de finance. Donc c'est un feed comme TikTok ou les Reels d'Instagram, mais qui vous permet d'acquérir des compétences. Is a feed like a TikTok or Reels from Instagram where you can learn some abilities. Et comment je peux l'utiliser ? L'application est prête de notre côté, mais nous avons un problème avec la plateforme cloud et nous avons besoin d'un partenaire, parce que cela coûte très cher d'héberger beaucoup de vidéos. Nous cherchons un partenaire pour concrétiser le projet. Donc après, ce sera une application autonome. Oui. Elle est prête à démarrer dès maintenant. Une sorte de TikTok intelligent. Exactement. Un TikTok malin, en fait. C'est exactement ça. OK, thank you very much. Olá a todos, nós estamos aqui no Web Summit Rio, na Cidade Maravilhosa, 4ª edição deste evento aqui. Vocês estão todos convidados para se reunir e nos acompanhar nesse evento maravilhoso. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo. Un épisode un peu spécial. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez la semaine prochaine les interviews en version intégrale, en tout cas pour mes deux intervenants français, francophones, et puis également en vidéo. Et surtout, je vous prépare actuellement un reportage vidéo complet que je vous inviterai vivement à regarder sur la chaîne YouTube de Monde Numérique et puis sur le site mondenumérique.info. Abonnez-vous aussi à la newsletter, comme ça vous ne raterez rien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être aussi nombreux à écouter ce podcast, de plus en plus nombreux. Continuez, faites-le connaître, parlez-en autour de vous, incitez vos amis et votre famille à s'abonner à Monde Numérique si la tech les intéresse. La semaine prochaine, ce sera cap sur Vivatech, le grand salon de la tech de Paris, porte de Versailles. On y sera, je serai rentré à la maison d'ici là. Je vous propose, je suis en train de vous concocter des interviews et des rendez-vous spéciaux, je l'espère, super intéressants. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'hebdo et puis sinon tous les jours ou presque des épisodes de Monde Numérique. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut!